Bonjour, bienvenue dans la voix de 26 provinces. Je suis Sarah Kangou, la présentatrice. Ici avec moi, nous avons monsieur Christian Moleka. Avec lui, nous allons parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cependant, bonjour monsieur Christian Moleka. Bonjour madame Sarah. Que pensez-vous de la date du 30 juin 1960 ? Je dirais que c'est une date historique. C'est une date historique parce que c'est le jour où nous nous sommes appropriés notre destin. Avant 1960, nous étions une colonie, nous étions gouvernés par les autres. Et c'est quand même de la dignité humaine d'être soi-même aux commandes de sa vie. Et comme nation, nous avons repris contrôle de notre destin et depuis 60 ans, nous essayons de construire ce Congo-là selon notre propre regard, avec nos erreurs, avec nos fautes également. Mais nous avons quand même repris le contrôle sur nous-mêmes. C'est un combat de tous les jours pour parvenir à cette souveraineté complète et pour aller vers le projet de bonheur collectif que nos peuples d'indépendance ont posé. Pensez-vous que la RDC a réellement gagné sa souveraineté depuis l'indépendance? La souveraineté, c'est quelque chose de, je dirais, de progressif. Il n'y a pas de souveraineté totale dans un monde d'interdépendance. Il y a certains éléments de souveraineté que nous avons quand même réussi à construire. Nous avons réussi à plus ou moins construire un appareil d'État qui est remis en question, c'est vrai, par la réalité de la guerre aujourd'hui. Nous avons une souveraineté internationale que nous tentons quand même de construire. Il y a une souveraineté économique qui n'est pas réelle et qui est à construire également. Une souveraineté sécuritaire et militaire et même stratégique qui est à redéfinir. Mais à l'international, le Congo flotte, son drapeau flotte. D'un point de vue intérieur également, nous avons un État à bâtir. Donc c'est une souveraineté à construire, même si nous avons des bases que nous avons héritées de nos pères de l'indépendance. C'est une souveraineté à construire selon vous. Vous voulez dire quoi par là? Je veux dire que la souveraineté s'exprime par la capacité en interne pour un État d'exercer le monopole de la violence. En sciences politiques, on dit qu'un État, c'est la projection de la puissance dans un espace donné. Et là où s'arrête l'espace, c'est là que commence le pays voisin. Donc à l'intérieur de cet espace-là, seul l'État devrait incarner l'autorité et la puissance. Et donc exercer la souveraineté, c'est exercer le monopole déjà de la violence à l'intérieur. Or, 60 ans après, si vous réalisez l'histoire du Congo, vous avez le sentiment d'une forme de répétition de l'histoire. On parle encore de Maï-Maï jusqu'aujourd'hui. On parle encore des rébellions comme en 60. On parle encore des forces centrifuges qui veulent contester un centre qui est Kinshasa. On parle encore des crises de légitimité. On parle encore des violences armées, des viols, des pillages des ressources. Et donc il y a ce déficit ou ce challenge à construire un appareil qui exerce totalement la souveraineté en interne. La souveraineté interne. La souveraineté, c'est également la souveraineté monétaire. Ça veut dire notre monnaie qui exerce sa souveraineté à l'intérieur de l'espace du Congo. Si vous allez aujourd'hui à Aru, si vous allez dans les frontières, vous trouvez des zones où c'est le shilling qui domine. Donc nous avons également perdu la souveraineté monétaire. Quand je dis à construire, ça veut dire que nous avons des bases, mais il faut consolider. Que l'autorité de l'État soit consolidée en interne, que la souveraineté de la monnaie soit consolidée en interne, que la puissance militaire, la sécurité et la défense soient consolidées en interne, pour que nous ayons tous les attributs de la souveraineté. Vous venez de parler de la souveraineté. Je peux un peu vous poser une question parce que nous sommes en train de vous poser des questions. Je suis sûre que les téléspectateurs, bien sûr, de la voix de 26 provinces aimeraient savoir si selon vous l'accord que la RDC a signé avec l'Amérique peut nous conduire à une paix durable. C'est une étape importante. C'est une étape importante parce que ça offre quand même des perspectives plus ou moins négociées et de sortie de conflits à court terme. Pourquoi? Nous avons commencé l'année avec un développement militaire qui nous était très défavorable, avec l'avancée des rebelles, la chute de Goma et de Bukavu. Les efforts diplomatiques menés ont quand même permis de rééquilibrer le rapport des forces. Et donc les accords sont la cristallisation de ces doubles rapports qui sont à la fois militaires et diplomatiques. Et donc, il y a énormément de concessions qui ont été faites dans cet accord-là, notamment sur l'intégration conditionnelle des rebelles, notamment sur l'obligation
ou la responsabilité congolaise de traquer les FDLR, notamment sur les perspectives d'intégration économique et donc de collaboration autour des minéraux, des questions qui, de notre point de vue, appellent à clarification, appellent à beaucoup de lucidité de la part des Congolais. Mais c'est un point de départ, parce que c'est le seul outil qu'on a sur la table aujourd'hui. Il ne faut pas non plus en faire un panacée, c'est un outil qui peut apporter plus ou moins de clarté sur la question rwandaise et M23, mais qui ne règle pas l'ensemble du conflit. Il y a toujours une formule que j'aime bien d'Edgar Morin, qui dit que le monde est complexe et qu'on ne peut pas apporter des réponses simples à des questions complexes. À des questions complexes, il y a des réponses complexes. La guerre à l'Est est d'une très grande complexité, parce qu'il y a des enjeux locaux, plutôt, il y a des questions de terre, il y a des questions identitaires, il y a des questions de gouvernance interne, et le simple accord ne videra pas tout. C'est un outil, c'est un point de départ, mais il faut aller plus loin pour englober tous les éléments et les causes profondes de la crise et avoir une réponse holistique. Quels sont, selon vous, les plus grands progrès réalisés depuis l'indépendance? L'un des progrès, c'est de construire, je dirais, les bases d'une nation. Avant l'indépendance, les Belges n'ont jamais créé la nation congolaise. Nous étions des indigènes. Il y avait très peu d'éléments qui permettaient à un Mukongo d'avoir un lien avec un Mala ou inversement avec un Moulouba Swahili. Nous avons commencé à travailler au-delà de l'État, qui était un héritage, à construire une nation, à vouloir vivre. C'est encore fragile, mais il nous le faut le consolider chaque jour, parce que les discours de haine, les discours tribaux, les choix politiques fragilisent ce vivre ensemble. Mais nous avons quand même réussi à construire une nation. Et je crois que c'est le plus grand héritage que nous avons construit en 35 ans. Alors, sur le plan international, est-ce que vous avez parlé plus sur le plan national? Sur le plan international, je crois que l'international est le reflet de ce qu'on fait en interne. L'international, c'est le reflet de votre poids économique, c'est le reflet de votre puissance militaire, c'est le reflet de votre stratégie diplomatique. Nous avons beaucoup erré parce que économiquement, on a beaucoup perdu en influence. Vous prenez le Congo de 60, quand on prend l'indépendance, le Congo a le même niveau que la Corée du Sud, économiquement. Si vous comparez le Congo à la Corée du Sud aujourd'hui, nous on a reculé des 100 ans, hein, et ils ont progressé largement. Nous sommes pratiquement aujourd'hui au même niveau que le Soudan du Sud. Donc quand vous prenez un Congo qui avait le même niveau que la Corée du Sud, et qui a le niveau du Soudan, donc nous avons largement reculé. Et donc conséquence, ça impacte votre positionnement à l'international, ça impacte votre capacité à porter la voix sur les grandes questions. Nous sommes plutôt au cœur de tous les conflits. Ça veut dire si le Conseil de sécurité s'est réuni pour parler Congo, c'est pour parler guerre, conflit, violation des droits de l'homme, violence. Donc ça ne peut pas nous aider à avoir un grand rayonnement. Mais nous travaillons quand même dans un contexte d'agression, dans un contexte de risque de balkanisation, à maintenir la voix du Congo. Et je crois qu'on a quand même réussi avec beaucoup de résilience pour que notre perception du conflit soit entendue. Aujourd'hui, peut-être, quand on parle de la crise de l'Est, il y a une façon de regarder la crise qui a évolué. Donc, il y a un travail diplomatique également. Alors, quelles sont les choses plutôt qui n'ont pas changé, voire même empiré? Ce qui n'a pas changé fondamentalement, c'est la conception de l'État. L'État colonial est né comme un État contre le peuple, un État qui ne travaille pas pour le bonheur du plus grand nombre, qui travaille pour la métropole. Une élite déconnectée qui se pense séparée du peuple. Les colons avaient une forme de racisme, l'indigénat, Musendi n'était pas le sujet central du développement. On a encore une élite qui pense qu'accéder au pouvoir, c'est accéder aux privilèges contre l'ensemble du peuple. On a encore un État qui pense oppression. Notre façon de concevoir le rapport avec les citoyens, les phrases des gens, civil azabilanga soldat, montrent ce rapport-là du citoyen qui n'est pas mis au centre de l'action publique. Et donc cette façon de voir l'État comme quelque chose d'extérieur, qui vient en oppression aux civils et qui ne le prend pas comme le cœur du développement, il est resté. Le modèle économique extraverti, où l'État est tourné vers l'extérieur, il est resté. Aujourd'hui, c'est plus facile quand on est à Goma d'aller à Gisenyi, à Kampala, que de venir à Kinshasa. C'est plus facile pour les Kinois d'aller à Brazzaville, en Angola, que d'aller à Lubumbashi. Ce modèle d'État tourné vers l'extérieur a été maintenu. Donc il y a des choses sur lesquelles on n'a pas du tout progressé, malheureusement. Alors, pour que nous puissions progresser à ce niveau-là, il faudrait faire quoi? Il faut déjà que l'élite change. Il faut que notre élite soit porteuse d'une façon de voir les choses. Il faut que notre gouvernance change. Il faut que la gouvernance soit centrée sur l'intérêt du plus grand nombre. Que ceux qui gouvernent pour les citoyens. Et pas pour garantir
la stabilité des intérêts du monde. Le Congo a toujours été pensé par les autres. Le Congo a été pensé pour les autres, et pas forcément pour nous-mêmes. Et je ne sais pas combien de Congolais connaissent l'impact du coltan dans leur vie. Il faut à un moment donné que le Congo soit pensé d'abord par les Congolais, pensé pour les Congolais et pas uniquement pour les autres. Nous sommes davantage comme des gérants d'un pays au service des intérêts du monde. Et nous subissons les guerres des intérêts des autres au Congo et nous ne sommes que les simples gérants. Il faut que les Congolais s'approprient leur pays, qu'ils s'approprient leur histoire, qu'ils s'approprient le combat du Congo et que les dirigeants fassent de cela un état stratège qui travaille d'abord pour le rayonnement du Congo et pour le rayonnement du peuple. Mais est-ce que vous venez de parler, parce que nous avons vu, il y a eu des Congolais qui se sont soulevés, ils ont fait une marche, je pourrais dire pacifique et tout, pour la paix de l'Est, à l'Est plutôt de la RDC. Et vous dites que les Congolais doivent porter, et il y a des Congolais qui sont en train de nous suivre, ils diront, mais nous sommes déjà en train de le porter, nous sommes déjà en train vraiment de nous battre. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire concrètement? Parce que là, ils sont en train d'accuser les politiciens que vous êtes, parce que vous n'êtes pas en train de bien faire votre travail. Oui, il y a, moi je ne suis pas politicien déjà, il y a une responsabilité de l'élite. Je fais partie probablement de l'élite congolaise, donc je l'assume. Il y a une part de l'élite. Notre élite a échoué à 65 ans après, à proposer un projet. Quand vous lisez notre hymne, quand vous le chantez, vous voyez qu'il y avait un grand projet derrière. Hein. Nous assurerons ta grandeur, nous maturerons ton sol, le serment de liberté que nous léguerons à toute notre postérité. Aujourd'hui, on parle de balkanisation. Il y a un défi auquel on n'a pas répondu. Il y a la part de l'élite. Mais il y a aussi la part des citoyens. Parce que d'où viennent l'élite? Ils viennent de nos familles, ils viennent de nos maisons, ils viennent de nos choix. Est-ce que nous nous approprions l'histoire? Combien de Congolais aujourd'hui, si vous la visitez, à vous parler de l'histoire du Congo, connaissent encore l'histoire de ce pays? Pas l'histoire récente, hein, pas les 2015-2016, mais retourner en 60. S'approprier notre histoire. Et même avant 60, parce que le Congo ne commence pas en 60. Combien de Congolais peuvent vous parler de Kipan Vita? Ils peuvent vous parler de Nzinga Kouvou. Ils peuvent vous parler de Mbongo Lutete. Ils peuvent vous parler... Je parle de notre histoire. Et même de notre culture. Nous avons perdu beaucoup d'éléments de notre culture, notre histoire, parce que nous ne l'approprions pas ou l'approprions mal. Donc il y a un vrai travail d'appropriation. Le Congo, ce n'est pas un bien des politiciens. C'est un bien du peuple. Et donc chacun de nous a une responsabilité dans le vote, dans l'élite que nous soutenons. Pas parce qu'on donne des polos et des chemises et des 5 000 francs. Par notre engagement citoyen et politique, par notre façon d'être exigeant vis-à-vis des politiciens, il y a une responsabilité à partager. Donc chacun de nous a sa part. Nous, comme élite, nous, le peuple également, dans sa façon d'accompagner ceux qui se connaissent comme élite, nous. Il ne faut pas qu'on soutienne les gens parce qu'ils sont papa social ou qu'ils donnent de l'argent. La grande partie, on peut l'attribuer aux élites parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il y a quand même de mauvais chefs. Je suis d'accord avec vous. L'échec majeur est l'échec de l'élite. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'intelligence où les esprits supérieurs s'opposent entre eux. Ce sont les élites qui ont la responsabilité d'éclairer la société congolaise et de mettre au diapason des enjeux et d'interagir avec d'autres élites d'autres mondes. Donc, ce ne sont pas même comme élite de construire l'intelligibilité du monde. Pour nous mettre en rapport avec les autres, nous plairons. Parce que le monde, c'est un grand échiquier, c'est comme le jeu des dames, hein, où chacun pousse ses pions. Et nous sommes donc en logique concurrentielle. Il faut que nous développons l'intelligence concurrentielle pour interagir dans le grand échiquier avec les autres. Et là, c'est un vrai challenge pour l'élite. Une élite mal préparée, une élite kleptocratique, une élite au service du ventre, et pas forcément au service d'une vision de grandeur, une élite qui pense que gouverner, c'est accéder aux privilèges, avoir une voiture, construire une maison à l'étage, aller en Europe, Dubaï, faire voyager les femmes et les enfants, un compte bancaire. Nous sommes encore à ce niveau-là. On n'a pas une élite qui s'élève au niveau des enjeux, capable de défier le monde et de proposer une intelligence congolaise pour le monde. Merci beaucoup. Quel héros plutôt de l'indépendance admirez-vous? Ah, plusieurs. Plusieurs. Si on prend... Pourquoi? Mais parce que je suis quelqu'un qui est assez
porté sur l'histoire. J'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire. Donc je connais l'histoire de mon pays. Je peux commencer dans mon peuple, Gombediko, l'histoire de Gombediko. Je peux venir jusqu'à... Bon, politiquement, Lumumba reste le visage le plus emblématique de mon point de vue de l'histoire de mon pays. Pour plusieurs raisons. Lumumba, c'est l'image d'un leader qui n'est pas attaché à sa tribu. C'est un tété-là qui a été politiquement élu à Kisangani et qui avait fort ancrage loin de chez lui à Kisangani. C'est un syndicaliste à la base, un grand plébéien qui savait parler au peuple et qui a été certainement jusqu'au sacrifice suprême. C'est un leader qui, dès 1958, a commencé à penser panafricain. Quand beaucoup pensaient encore indépendance des provinces, lui pensait au-delà du Congo, il pensait africain. Et il a fait un mouvement qui s'appelait le mouvement nationaliste congolais. Donc c'était un précurseur, quand même aujourd'hui, l'Afrique manque de panafricains aujourd'hui. Donc c'était un précurseur sur beaucoup de points. Pour moi, il reste vraiment la figure emblématique. C'est vrai, controversé sur beaucoup de points, mais emblématique de l'indépendance. Après, on pourrait peut-être ajouter à côté de lui des profils comme Kassavubu, on peut ajouter Moulele, c'est peut-être trop clivant comme visage, mais je suis quelqu'un qui n'a pas que le côté politique. On peut citer des gens comme Paul Panda Farnana, que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est le premier grand intellectuel congolais, qu'il faut également lire. Et il faut des gens comme l'abbé Loya, que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou l'abbé Maloula, qui deviendra plus tard cardinal Maloula, qui a été pour beaucoup dans l'accompagnement des intellectuels catholiques. Donc j'ai des acteurs à la fois politiques et non politiques. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez branchés autour de 26 provinces.